Ça y est, dernière journée de cette année 2024. On se disait avant l'enregistrement, Martin, je pense, la première fois qu'on enregistre un 31. C'est pas la première fois qu'on enregistre quelques heures avant la fin de l'année parce qu'on est toujours là dans le temps des fêtes. Mais je pense que le 31, c'est la première fois. OK. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous du type bilan? Je parle de vos existences, là. Bilan, résolution, autre. Moi, j'attends pas le 31 décembre pour faire du bilan puis de l'introspection. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Mais généralement, j'aime mieux regarder en avant que... Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, par exemple, tu sais, les articles, tu sais, ce qui s'est passé en 2024, tu sais, les retours, les rétrospectives. Tu lis pas ça trop? Ça m'ennuie un peu, tandis que ce qui nous attend en 2025... c'est plus fun. Bon, puis qu'est-ce qui nous attend en 2025, Marc-Antoine? La coupe! Il y aura, non mais, je te le dis, là, il y aura une Coupe Stanley en 2025. Oui, absolument. C'est juste pas ici. Non, pas encore. Mais c'est vrai que les papiers qui tentent de prédire ce qui va se passer sont souvent beaucoup plus amusants, beaucoup plus drôles que... Oui, parce que je trouve que ça permet de donner une direction. C'est parce que c'est la personne qui fait cet exercice-là, généralement, elle va avoir une certaine vision de la façon dont... la direction dans laquelle les choses vont dans des milieux donnés. Puis je trouve que de pouvoir partager cette vision-là, de dire, ben là, la tendance va dans telle direction, alors il devrait se passer telle affaire. La prochaine grosse affaire dans le milieu culinaire ou la prochaine tendance économique, etc. Fait que c'est pas nécessairement un jeu de prédiction ou de faire Nostradamus, là, mais c'est simplement d'une certaine manière, c'est du journalisme sociologique. Oui, j'allais dire, sinon c'est ça que c'est. Ouais. Es-tu du genre à retourner vérifier plus tard si on était... Non, je suis du genre à avoir une vie quand même, là. C'est toujours devant. Toujours devant. Jamais, c'est ça, exactement. Jamais derrière. D'accord. Ouais. Moi, je déteste pas ça. Moi aussi, je suis constamment dans le bilan et dans l'introspection. On m'a demandé mes résolutions, puis c'est ça. Moi non plus, j'attends pas le premier pour pas en prendre. J'en prends pas à l'année. Ouais. C'est sûr. C'est pas vrai. Si t'en prends pas, t'es certain de pas pouvoir y renoncer. C'était ça mon modus operandi avant. Cela dit, j'ai fait quelque chose en fin de semaine que j'avais pas fait depuis très, très, très longtemps et sans que ce soit une résolution, je me suis dit qu'en 2025, j'aimerais faire ça plus souvent. J'ai joué au hockey. Oh! Avec des patins et tout. C'est bien. Et une rondelle. Tu sais, j'ai joué avec une balle. Pendant les 5 minutes où il y a eu de la glace? Ou... mais j'étais dans le nord. Ouais, non, il y avait de la glace. Okay. Il y avait de la glace. Puis je pensais que tu allais dire pendant les 5 minutes où tu as eu du souffle. Non. Parce que ça aurait été une question tout à fait de circonstance. Mais non, j'avais joué un peu avec une balle en bottine, à vrai dire, assez souvent. J'ai patiné assez souvent, mais avec une rondelle, un bâton puis des patins, là, ça faisait comme vraiment, vraiment, vraiment longtemps. Puis est-ce que tu as le... Non, moi, je suis pas bon. Non. Martin, t'as joué à des niveaux élevés. À Gascon aussi. Ouais. Non, moi, j'ai appris à patiner tard, donc j'ai joué avec les poches tout le long. Oui, ça tue. Mais j'avais pas un mauvais sens, mais non, c'est ça, la machine ne suivait pas. Elle ne suit toujours pas. Elle n'a jamais suivi. OK. Ben écoute, peut-être que t'es comme Dwight King puis que ta principale qualité, c'est que tu sais quand changer. C'est ça. Claude Julien avait dit ça à propos de Dwight King. Oui. Qu'est-ce que t'aimes dans le jeu de Dwight King, Claude? Il sait quand il sait quand est-ce qu'il faut changer. Okay. Ou comme Yann Boulis, comme l'avait défini Bob Gainé. D'ailleurs, on n'a pas l'imitation de Gascon. Il n'est pas offensif. C'est ça. Il n'est pas défensif. Il n'est pas robuste. Je ne sais pas quoi faire avec lui. Voilà. Puis il y avait la définition de... Il y avait Marc Bergevin qui avait qualifié Sergachev. Il avait dit... Il était épais, oui. Ben là, je pense que là, on vient de trouver mon profil. En énumérant les qualités. Définitivement. Il voulait dire qu'il était costaud. Oh oui. Pour ceux qui... Il était épais. Il tic. OK, aujourd'hui, se passe-t-il quelque chose? Il faut qu'on parle d'Émile et les fleurs et le pot à Dallas. C'est tellement OK. Épisode 367.
notre chroniqueur principal au service des sports, Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Content de vous retrouver. Ben oui, enfin. C'est le fun. Je suis content de te voir plus... Il reprend du poil de la bête. Exact. Et votre journaliste affecté aux affaires du hockey, M. Marc-Antoine Godin. Salut, Marc-Antoine. Bonjour, messieurs. Bonjour, Marc-Antoine. Je m'appelle Alexandre Coupal. On continue à s'améliorer, à limiter les actions qu'il y a d'autres équipes. Puis on joue ensemble. Puis, c'est sûr, là, l'éthique de travail, ça part tout avec ça, mais tu peux pas juste travailler fort. Il faut avoir une intelligence collective, puis c'est ça qu'on a présentement. T'sais, comme joueur, tu as la rondelle 5 % du temps. T'sais. Fait que qu'est-ce que tu fais le 95 % du temps, offensivement et défensivement. Puis je trouve qu'on est très alerte et engagé. Les gars qui sont pas sur la rondelle, offensivement et défensivement. Tu vois qu'il y a une confiance. Oui. Offensivement, sa confiance à continuer à grandir, à grossir. Puis ça l'aide. Je sais, c'est un gars qu'on compte dessus beaucoup sur des tâches défensives, mais il amène d'autres choses. Puis c'est la même chose, nos joueurs offensifs, on leur demande d'amener de l'offensive, mais il amène d'autres choses, le côté défensif. Fait que, ça fait qu'on joue une game plus complète individuellement, puis ça va être notre game complète collective. Martin Saint-Louis, après la deuxième victoire en moins de 24 heures en Floride, on pourra épiloguer. Le dernier segment sur Jake Evans, les autres sur... Enfin, les autres, sensiblement les mêmes commentaires qu'on entend Martin Saint-Louis dire match après match. C'est juste que là, dans un contexte où ça colle, dans un contexte où les choses... il se passe ce que Saint-Louis voulait qu'il se passe. Ben oui, quand on entend l'entraîneur-chef ou encore les joueurs dire si on joue de cette manière-là, on va gagner plus de matchs qu'on va en perdre, mais là, ils se mettent à en gagner. Parce ils jouent de cette manière-là. Ils jouent de cette manière-là. Ils sont de plus en plus fidèles à leur style. Ils sont en train de se trouver une identité en tant qu'équipe. Et puis, moi, je trouve que ces deux victoires-là en Floride font partie des 24 plus belles heures que le Canadien a reconnues sous les ordres de Martin Saint-Louis. Okay. C'est pas les 24 plus belles heures de ta vie. Non. C'est pas loin. Mais ouais, top 5. Tu sais, il m'en faut pas beaucoup. Hein? La barre est... Martin, c'est les 24 plus belles heures du règne de Martin Saint-Louis, pour ou contre? Ouais, je suis plutôt d'accord avec Marc-Antoine là-dessus. Pour moi, c'était comme un pic de performance. C'est comme l'aboutissement d'une démarche qui a commencé. Cette équipe-là a connu un camp d'entraînement épouvantable, un début de saison difficile. Un désarroi défensif incroyable. Ouais. Ça a duré 5 semaines à peu près. Puis il y a une tendance qui a commencé à s'installer. En novembre, le jeu défensif s'est resserré. Patrick Laine est arrivé, a donné plus d'options en attaque, a amélioré l'avantage numérique. On dirait que l'équipe a pris comme une coche par-dessus ça. Et il y a l'arrivée d'Alexandre Carrier aussi qui a l'équipe c'est un petit échantillon, là, mais dans les 6 derniers matchs, le Canadien a coupé un demi-but par match en défense. Il y a une cohésion qui est là, qui est en train de s'installer. Et écoute, moi, ça fait quelques semaines que je le dis, là, si le Canadien continue à être constant comme ça, il y a eu l'occasionnel Shane qui débarque, puis qu'on accorde une avalanche de buts, mais de façon générale, dans la plupart des matchs, quand les matchs sont serrés, le Canadien réussit à gagner ces matchs-là, et auparavant, ça n'arrivait pas. Alors, c'est très encourageant, et comme cette équipe-là a beaucoup souffert au cours des dernières saisons, alors qu'on arrive dans la période la plus difficile du calendrier, je pense qu'ils sont galvanisés. Là. Les Panthers de la Floride, j'ai trouvé, c'est sûr que c'était le premier match après Noël et tout ça, mais je les trouvais un peu éteints dans le match contre le Canadien. Ils ont vécu beaucoup de choses en 2024, ils ont gagné la Coupe, c'est ça. Mais là, ils ont été blanchis 4 fois à leurs 8 derniers matchs. Là. Ça va pas... Ça va pas très bien. Ils ont eu 6 chances de marquer dans le match contre le Canadien. Puis contre Tampa, Montembeault a été très bon.
Mais je trouvais pas que le Canadien avait l'air d'une équipe d'un autre tiers, du dernier tiers de la Ligue contre le Lightning. Alors, il se passe beaucoup de choses encourageantes, puis des fois, c'est une boule, ce genre de boule de neige-là se met à grossir, puis tout le monde croit plus en ses moyens. L'arrivée de Dobèche, on dirait qu'il se passe juste des choses positives. C'est des ajouts positifs. Après avoir dirigé son équipe pendant 2 ans et demi, une équipe incomplète, Martin Saint-Louis, une équipe complète depuis le 3 décembre, puis c'est 2 victoires pour chaque défaite. Là. Fait que je trouve que c'est une façon le fun de terminer l'année pour cette équipe-là qui a eu la misère noire, là, disons-le, au cours des dernières saisons. Si on doit regarder 2 moments charnières là, dans la progression de cette équipe-là, la défaite au Minnesota à la mi-novembre a marqué le début d'un resserrement défensif qui a vraiment amélioré. Après la première quinzaine de matchs où les choses allaient vraiment mal pour le Canadien, il y a une victoire de 7-5 à Buffalo, suivie par cette défaite-là qui, même si le Canadien s'est incliné contre le Minnesota, avait extrêmement bien joué. Ça, c'est le premier moment. Puis le deuxième, avec le retour de Laine, la formation complète, ça fait une énorme différence parce que ça, c'est quelque chose qui ne s'était pas passé du tout sous le règne de Martin Saint-Louis, d'avoir tous tes effectifs en place. Et tu vois que c'est une équipe qui, avec 4 trios bien équilibrés, ça permet à l'entraîneur d'utiliser judicieusement chacun de ces éléments, de ne pas surtaxer personne, et puis de profiter du fait que les 3e et 4e trios en ce moment jouent du hockey inspiré. Ouais. C'est le cas à peu près depuis le début de la saison, mais tu regardes que ce soit Gallagher, Evans, Armia. Moi, je trouve que Josh Anderson en Floride a été impeccable contre le Lightning de Tampa Bay. J'ai trouvé qu'il avait vraiment été le fer de lance de cette équipe-là, même s'il a juste récolté une seule mention d'aide. Je trouve que sur la glace, il y avait énormément d'impact à chacune de ses présences. Même Christian Dvorak, le joueur bleu-blanc-beige par excellence que tout le monde honnit, il joue quand même du bon hockey. Puis ça fait en sorte que ce sont des vétérans, puis on dirait que c'est eux qui, d'une certaine manière, véhiculent le message ou la façon de jouer que prône l'entraîneur. Donc après, c'est aux meilleurs joueurs de porter ça un cran plus loin avec leurs habiletés puis avec un niveau de talent supérieur. Mais je trouve que tu as comme une fondation chez les vétérans qui disent « Nous, on achète plus que jamais ce que l'entraîneur vend, puis la façon de jouer, la transition rapide, un échec avant tenace, et puis beaucoup moins de temps passé en zone défensive également. Il y a plusieurs éléments qui se mettent en place en ce moment. Donc, il se passe quelque chose, parce que comment dire, l'avocat du diable dirait ouais, ben là, les Panthers sont dans une mauvaise passe, puis c'était les deux fois, c'est les gardiens substituts, puis tu sais, bon, dans le temps, on a peut-être pris le Canadien à la légère, puis tu sais, il y aurait moyen de minimiser. Mais à quel moment t'arrêtes de minimiser ça, tu sais? Ouais. Je sais pas, c'est parce qu'on peut bien dire que le Canadien a battu Buffalo, puis Détroit. Ils sont pas bons. Ils battent soit des équipes pas bonnes ou qui les champions de la Coupe Stanley, puis l'équipe qui a la meilleure attaque. Dans une mauvaise passe. Ouais. À quand un vrai défi? Mais, sais-tu quoi? Il y a un élément, tu viens de l'effleurer. Je pense que le jour où le Canadien va se mettre à avoir davantage de gardiens numéro 1, ça va lancer... l'équipe va recevoir le signal qu'elle est prise plus au sérieux, puis que là, elle a franchi une nouvelle étape. Parce qu'elle est encore, depuis quelques années, quand la situation se présente, l'adversaire va dire, bon, on va mettre notre 2e gardien contre le Canadien. Peut-être que ça va changer, ça. Belle occasion. Je vois sur le calendrier que nous affrontons le Canadien. Belle occasion de reposer nos meilleurs éléments. Ouais, mais tu sais, le Lightning était à 2 matchs en moins de 24 heures. Là, à un moment donné. Aussi, à un moment donné, il faut que tu fasses jouer le 2e gardien. Mais écoute, moi, ça m'impressionne. Au camp d'entraînement, on avait souri un peu. Nick Suzuki avait dit notre profondeur va surprendre beaucoup de monde. On le voit, là. On le voit, là, les 3e et 4e trios sont très efficaces, contribuent beaucoup. Puis je regarde jouer Emil Heinemann. Moi, j'en reviens pas à quel point ce gars-là n'a pas tout le crédit qui lui revient pour la première saison qu'il connaît avec le Canadien. C'est un gars extrêmement important.
et je regarde le temps de jeu, ça reste l'attaquant, je pense, le moins utilisé chez le Canadien. Au niveau du nombre de buts marqués par 60 minutes, je pense qu'il est 4e dans l'équipe. Et depuis le début du mois de décembre, c'est le gars où le nombre de points inscrits sur la patinoire par tranche de 60 minutes. Il est premier chez l'équipe depuis le début du mois de décembre. Il y a quand même du temps de jeu très limité. Là, la bataille qu'il a remportée pour mener au 4e but du Canadien dans le match contre Tampa, là, c'était... Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Écoute, c'était... Qu'est-ce que tu peux demander de plus comme dirigeant d'équipe de hockey de la part de tes joueurs? Là, le deuxième effort qui a permis de garder la rondelle, qui a permis de passer la rondelle devant le filet, d'aller chercher le but qui donnait une certaine assurance, une avance de 2 buts aux Canadiens. Fait qu'il y a beaucoup de choses positives. Ce trio-là, il y a des vétérans qui sont en fin de contrat chez le Canadien et tout ça, mais... ce trio-là va prendre de l'importance au sein de l'équipe. C'est vraiment beau à voir. On fait une parenthèse philosophique, parce que moi, le cas de Emil Heinemann me turlupine depuis plusieurs semaines maintenant. J'ajouterais à ma façon, c'est-à-dire sans précision, mais il est parmi les meilleurs buteurs chez les recrues aussi. Vous me direz, bon, c'est une vieille recrue, mais n'empêche, il faut ajouter ça à ses faits d'armes. Et moi aussi, je me posais cette question-là. Devrait-il jouer plus? Joue-t-il suffisamment? Est-ce que... Et n'est-ce pas parfait comme ça, dans le fond? Parce qu'on l'a vu à l'occasion des petites auditions sur... enfin, appelez ça comme vous voulez, là, le premier ou le deuxième trio. Mais on l'a vu un peu avec Suzuki, un peu avec Dak. C'était pas pareil. Est-ce qu'il n'y a pas là comme... N'est-ce pas parfait comme ça, dans le fond? Puis on verra. Peut-être que l'année prochaine, il y aura un autre rôle ou... parce qu'on parle souvent de développement, on parle souvent de prendre son temps avec certains jeunes. Là, ça fonctionne très bien. Ce serait effectivement tentant de lui confier un plus grand rôle, mais en même temps... Écoute, c'est une autre phrase que je ne terminerai pas. Ouais. Salut tout le monde! C'est un cas intéressant. Premièrement, le Canadien a été prudent avec lui dans sa phase de développement. La saison dernière, on l'a renvoyé à Laval en disant il n'a pas... montré offensivement, on pense qu'il est capable d'en montrer plus. On pense qu'en le laissant dans la Ligue américaine une saison de plus, il va continuer à améliorer ses habiletés offensives, va prendre confiance davantage en ses habiletés offensives. Il arrive avec le Canadien cette saison, placé dans un rôle discret. Moi, je trouve qu'il surpasse l'utilisation qu'on en fait en termes d'efficacité. Puis Martin répète souvent, on vole une chaise à quelqu'un, mais il fait tout pour voler une chaise à quelqu'un. Là, puis pour l'instant, c'est juste sa première demi-saison dans la Ligue nationale de hockey, mais moi, j'ai hâte de voir si on va lui en donner un petit peu plus éventuellement, parce qu'il y a, malgré une utilisation très limitée, il y a souvent un impact intéressant dans les matchs. Physiquement, en échec avant, il est bon, il donne des mises en échec, il est capable de réveiller les affaires un peu une fois de temps en temps. Il y a un bon tir. Alors, c'est ça. Après Lainé puis Caulfield, il a probablement le meilleur lancé du Canadien. Ouais. Là. C'est une excellente gâchette. Bon coup de patin aussi. Il y a vraiment une variété d'atouts super intéressant. Je ne sais pas, par exemple, si ça va nécessairement devenir un attaquant top 6 dans la Ligue nationale, mais je trouve que c'est un beau problème que le Canadien a, puis c'est même pas un problème, en fait. C'est qu'il est développé. Il est dans une place où il donne un maximum de résultats à son équipe. Ouais. Tout le monde est content. Ouais. Et le jour où il va y avoir des blessés, il va pouvoir s'afficher comme étant un candidat. Naturellement, comme les choses devraient se faire. Exactement. Mais je pense que le fait que... là où il est, entre guillemets, un peu victime, c'est que je pense si Anderson et Gallagher n'avaient pas le genre de saison qu'ils connaissaient, puis qu'un de ces deux-là était dans un déclin là, évident puis prolongé, ben peut-être que lui aurait pu se pointer et dire là, je prends la place d'un de ces deux gars-là. Mais là, évidemment, les deux vétérans connaissent de bonnes saisons. Alors, il est forcé d'un peu de prendre son mal en patience, mais je trouve que c'est révélateur de la qualité de la formation, de la profondeur du Canadien, parce que ça demeure une équipe qui, à moins que Ivan Demidov débarque à Montréal puis devienne une super vedette, là, ça va demeurer une équipe qui n'est pas caractérisée par
son talent de pointe sur ses 2 premiers trios, puis qu'il va continuer, même après sa reconstruction, à miser sur la profondeur. Alors, dans ce contexte-là, avoir un gars comme lui qui peut se déplacer puis d'un trio à l'autre au fil des années, je pense que ça va être un atout pour le Canadien. Peut-être qu'il pourrait être... Tu sais, à l'époque, Artturi Lekonen se promenait aisément d'un trio à l'autre. Paul Byron l'a fait. Peut-être que Heinemann a des chances de devenir un meilleur joueur que Paul Byron. Je pense qu'il y a une palette un peu plus assortie. On va le voir un jour en infériorité numérique également. Je pense que ça va être un autre élément qui va être utile aux Canadiens parce que, bon, pour l'instant, l'unité d'infériorité numérique fonctionne bien, mais un jour, il y aura des départs. Puis je pense que lui, il est vraiment sur la liste d'attente pour contribuer à ce niveau-là. Martin, tu le vois, on parlait de chaise, tu le vois dans une chaise sur les 2 premiers trios, éventuellement? Je pense que ça va être il va faire partie d'un 3e trio. Ça va être un joueur qu'on va pouvoir on va pouvoir déplacer, mais ça va être un joueur très utile aux Canadiens. Il y a quelque chose. Pas le même style que Lekonen, mais Lekonen... Il y a effectivement... Le genre, il va avoir le genre d'importance que Lekonen avait. Bon, moi, je suis content parce que Lekonen, c'était mon meilleur. Puis là, on a Kapanen, qui est le nouveau Lekonen. On a Heinemann, qui est le nouveau Lekonen. Moi, je dis avec 3 nouveaux Lekonen, là, ça commencerait à avoir... Je mentionnais tantôt le mauvais début de saison. Là, la déclaration de l'année 2024, je pense, chez le Canadien, on peut le dire. Là, c'est la fameuse déclaration du mix. Mais depuis la mi-novembre, le Canadien joue pour 605. Là. C'est le rythme. C'est un gros échantillon. Là. C'est 1 mois et demi. Il y a eu une correction majeure. C'est un rythme de 605, c'est un rythme de 99 points. Je ne sais pas s'ils sont capables de maintenir ça, mais ils l'ont fait pendant 1 mois et demi, puis ils sont meilleurs présentement qu'ils l'étaient... Il y a 1 mois et demi. Quand ils ont commencé. Qu'ils l'étaient il y a 1 mois. Là. Fait que, tu sais, à la fin, la déclaration du mix, ça va peut-être pas s'avérer à cause du terrible camp d'entraînement puis du mauvais début de saison où on l'a complètement échappé. Mais s'ils sont capables de maintenir ça, peut-être qu'à la fin, ils vont être pas loin de réaliser ça. C'est un peu farfelu, là, mais j'ai comme l'impression que, d'une certaine manière, le Canadien était dans une position où, cette année, la direction ne pouvait pas perdre. Parce que soit que, en continuant dans les mauvais résultats, il allait s'assurer, peut-être pour une dernière fois, un choix top 5 puis pouvoir aller chercher un attaquant de plus, de grande qualité, qu'il n'aurait pas refusé. Ou bien, l'équipe s'améliore puis affiche les progrès désirés. Fait que après les 15 premiers matchs où là, l'équipe semblait dans les câbles, c'est vrai que tout était noir, mais en même temps, c'est une situation où que tu choisisses la porte A ou la porte B, il y a quand même une solution intéressante dans les 2 avenues. Mais là, finalement, la tendance que le Canadien a pris, manifestement, c'est de pouvoir afficher la progression qu'il visait. Je ne sais pas si ça va durer. Peut-être qu'il y a collectivement, moi, je m'attends à ce qu'il y ait quand même encore des reculs, mais sauf que tu ne peux pas faire autrement que de regarder la cohésion de l'équipe à l'heure actuelle puis de te dire, OK, le ciment est en train de prendre quand même. Et c'est ça. Et la réponse à la question, est-ce qu'il se passe quelque chose, elle est dans cette statistique, dans cette observation-là, Martin, à savoir que depuis la mi-novembre, cette équipe-là est compétitive. Oui. Et c'est comme tu dis, c'est un échantillon qui est... Outre la chaîne qui débarque occasionnellement dans des dégelés, mais... C'est pas anormal. Quand tu joues pour 600 dans la Ligue nationale, c'est quand même... Parce que tu te bats, là. C'est quand même pas anodin. Et on l'a mentionné, mais parce que la compétition est ce qu'elle est, ce matin, et ça va peut-être changer, mais ce matin, le mix, c'était ça, là, où est-ce qu'ils sont au classement. Si le Canadien bat les Golden Knights à Vegas, va terminer l'année avec une fiche de 500, si ma mémoire est bonne. Ils vont être quoi, 17? Oui, exactement. Ils vont être au même point où l'équipe était la saison dernière après le même nombre de matchs, mais considérant le début catastrophique à 350 d'efficacité là, dans le premier mois et demi, c'est phénoménal s'ils réussissent ça. Et ils seront dans un état d'esprit complètement différent. Oui. Parce qu'à pareille date l'an passé, c'était l'annuelle débandade en Floride. Alors qu'on ne pourra plus dire ça. Elle n'est plus éternelle, cette débandade-là. Le moton se trouve à nouveau en Floride.
Il y a peut-être un animateur, un pamphlétiste, animateur de podcast en Floride, qui a dit, parlant de cette séquence des Panthers qui va plus ou moins bien, qui a dit, regardez, ça va tellement moyen que le Canadien fait jouer son 3e gardien de but pour les affronter. Hein, ça marche, ça marche des deux bords, ça. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrée en scène de Jakub Dobeš et de la compagnie qu'il a chez les gardiens qui ont signé un blanchissage à leur tout début dans la Ligue nationale de hockey? Quand on regarde, j'ai rien contre Yann Dany, mais quand on regarde les autres, on se dit, OK, c'est pas du tout... C'est pas garant, c'est pas garant d'une grande victoire. Non, mais écoute, moi, il m'a impressionné parce que d'abord, je l'ai trouvé extrêmement calme devant son filet. J'ai aimé la qualité de sa mitaine. Je trouvais il s'en est servi souvent, puis de très bonne façon. Son jeu avec la rondelle aussi, il n'hésite pas à sortir de son filet, manipuler la rondelle, peut-être plus que ce que les autres gardiens du Canadien ont l'habitude de faire. Mais surtout, ce que j'ai retenu de ce premier départ-là, c'est la quantité de fois où il a absorbé des lancers, évité de donner des retours, il a provoqué des sifflets. Et quand tu fais ça, t'empêches l'autre équipe de générer du momentum, prendre son rythme et de s'installer dans ton territoire. Évidemment, il y a eu 2 ou 3 moments là, où ça a circulé fort, mais dès qu'il y a eu l'opportunité, il est allé chercher un sifflet. Et ça, à mon sens, ça fait en sorte que c'est une gestion de match qui est sans flafla, mais qui, à un moment donné, tu es sur la route, tu as besoin d'une victoire contre contre une équipe qui est quand même coriace. Ce sont les champions de la Coupe Stanley. Puis toi, en tant que jeune gardien, tu arrives là, tu n'as pas besoin nécessairement de t'exposer à ce que ça tournoie sans arrêt devant toi. Alors, je trouve que sa façon de gérer le match, puis justement d'interrompre l'action dès qu'il en avait l'occasion, j'ai trouvé ça mature comme façon de faire, puis ça témoignait d'un gardien de but qui était en confiance, puis ça paraissait chez les joueurs devant lui aussi. Les gardiens rassurants, ils dégagent quelque chose qui est difficile à définir. Il y a quelqu'un qui a déjà dit que la pornographie, c'est difficile à définir, mais tu le sais. Quand t'en vois, tu sais ce que c'est. Mais un gardien rassurant, c'est ça aussi, c'est la même chose. Alors, c'est difficile Alexis, tu as ton titre pour l'épisode. mais c'est ça, tu regardes jouer Dobeš, puis ça doit tellement être le fun de jouer avec un gardien comme ça. Il a pas l'air... C'est son premier match dans la Ligue nationale, là, puis... Je me souviens, le match qu'il avait gardé dans le calendrier préparatoire, c'était la même chose. Il se faisait bombarder de partout, puis il était calme, il était positionné devant la rondelle, il semblait jamais submergé, bien positionné. Et moi, je trouve que son arrivée, il va être difficile à déloger parce qu'il est constant, il est constant dans la Ligue américaine. Il y a énormément de potentiel. Le 2e gardien du Canadien, Cayden Primo, était inefficace. Je pense qu'il avait perdu totalement la confiance de ses patrons. Là, on l'a vu juste dans la surutilisation de Montembeault. Et c'est un autre plus qui s'ajoute à la formation. Là. C'est pas le genre de gardien, je pense, qui va s'écrouler ou qui va... Qui a juste, mettons... parce que je parlais des autres là, qui ont réussi un blanchissage à leur premier match. Ça reste des gardiens qui n'ont pas eu... encore là, je m'excuse à Yann Dany, mais ça reste des gardiens dont on n'a pas retenu le nom. Pas que ça ait une signification quelconque, là, mais il y a quand même là un genre de petit rappel là, que... Mais dans le fond, parce qu'il y a les résultats, mais il y a la manière aussi. C'est un peu ça. C'est exactement. Ouais. C'est exactement. Okay. Puis... je vois pas pourquoi il ne resterait pas à Montréal, là, mais il va falloir qu'on le fasse. Il va falloir qu'on le fasse jouer s'il reste, je sais pas, un match sur 3 ou minimalement. Puis si on le retourne, c'est parce que j'imagine, éventuellement, c'est parce qu'on aura d'autres grands plans pour lui. Mais si la priorité, c'est de gagner des matchs à Montréal et de faire progresser cette équipe-là, tu regardes dans l'organisation présentement, là, c'est lui qui doit être là. Alors, c'est un autre plus. Là. Au cours du dernier mois, le Canadien a eu un plus en attaque, un plus en défense. Puis là, on vient d'améliorer la position de gardien. C'est très intéressant. Mais je me garde quand même une petite gêne par rapport à... Tu sais, c'est vrai que Dobeš, en ce moment, est une amélioration évidente par rapport à Cayden Primo. Mais à savoir, est-ce que ça lance le signal qu'il va rester à Montréal pour le restant de l'année? Tu sais, je pense pas que c'était dans les plans du Canadien d'avoir Dobeš avec le Canadien cette année.
C'est un gardien de but de 23 ans qui est encore en développement, puis qui s'amène à Montréal parce que Primo s'est enfargé. Ouais. Alors là, il vient dépanner. Là. Alors, à mon sens, à moins qu'il multiplie les performances incroyables et qu'à Laval, Primo ne se replace pas, je pense que je ne serais pas surpris qu'à un moment donné, on fasse « OK, Primo s'est remis droite, on va lui donner une dernière chance. Et puis, en ce moment-là, on peut retourner Dobèche à Laval pour qu'il joue plus de matchs parce qu'on est conscient qu'il est encore en développement puis qu'on ne veut pas brûler les étapes avec lui. » Alors, pour le moment, étant donné que les performances sont ce qu'elles sont de part et d'autre, c'est normal que ce soit lui qui soit là, mais je ne suis pas certain que ce soit nécessairement garant de ce qu'on va voir d'ici la fin de la saison. Il va falloir surveiller de quelle manière Primo se remet en selle avec le Rocket avant qu'on puisse statuer là-dessus. Fait que, ça va peut-être être l'arrangement pour les prochaines semaines, mais il y a toujours un risque. Tu es emballé par les premières performances d'un gardien de but. Tu te dis, ah, cool, il va rester avec nous. Mais il faut rester prudent. Les gardiens de but du repêchage de 2020, ceux dont a fait partie Dobèche, non, excusez-moi, je vais reprendre ma phrase parce qu'elle est mal. Parmi les gardiens repêchés en 2020, Dobèche, pour l'instant, est le seul à occuper un poste de gardien numéro 2 dans la Ligue. Tous les autres ont été soit rappelés pour 1 ou 2 matchs ici et là, mais sinon, ils sont toute la gang dans la Ligue américaine en train de passer le développement. Puis ils sont jeunes. Puis ceux qui ont été rappelés, appelés dans la Ligue nationale très tôt dans leur carrière, finalement, ont subi un recul, puis aujourd'hui, sont en train d'essayer de se reconstruire dans la Ligue américaine, des gars comme Devin Levi ou Nico Dawes dans l'organisation des Devils du New Jersey. Fait que ce que ça dit, c'est prudence. Ne sautez pas les étapes, parce que c'est tentant de voir l'objet scintillant puis de dire « Ah, cool, tu sais, ça va... on a sous la main une solution. » On n'a plus besoin de Montembeault. C'est ça. On a notre gars pour l'avenir. Mais ça demeure un procès. La façon de penser des équipes, c'est toujours d'y aller une journée à la fois, puis pas de statuer en disant « Bon, ben là, c'est réglé, patlau, on est parti, on est en voiture. » Je pense qu'il faut quand même garder un minimum de prudence à ce niveau-là. Puis je sais qu'on en a parlé brièvement parce que c'est arrivé vendredi dernier. Là, on savait pas que Primo s'en allait à Laval, dans le fond. On ne savait pas à ce moment-là, mais on savait que Dobèche avait été rappelé. Ben, 2 affaires. Pourquoi là? T'sais, le timing est un peu... Je me suis demandé pourquoi ce timing-là. C'est quelque chose qu'on aurait pu faire avant, ou enfin... Mais c'est pas une question. Vous n'êtes pas obligé de répondre à ça. Là. Je fais juste... c'est assez évident. Le timing, c'est que tu venais de jouer... un back-to-back où tu avais demandé à Montembeault de jouer les 2 matchs. Oui. Le signal qui est envoyé, c'est que pour l'instant, on n'a pas confiance en Primo. Le dernier match que Montembeault a joué, par exemple, à Columbus, il montrait des signes de fatigue. Ben, c'était son 3e match en 4 jours. Exact. Ouais. Puis au retour, là, tu as 2 séquences de 3 en 4. Alors là, le Canadien en vit une en ce 31 décembre. Il termine sa première séquence de 3 en 4 contre Vegas. Puis il va en avoir une autre après. Fait que tu es certain d'avoir besoin de ton gardien auxiliaire. Fait que si tu veux te tourner vers ton numéro 2 mais que tu n'as pas confiance, ben, il fallait que tu fasses un changement. On voit la différence avec la gestion de la saison dernière là, où Jake Allen était parmi les pires gardiens de la Ligue nationale là, pendant 2 mois et demi ou 3 mois. Puis, il y avait son tour. Il y avait un ménage à 3 gardiens, mais il y avait son tour devant le filet. Là, c'est plus la même chose. C'est l'autre affaire aussi, c'est le message que tu envoies à ton équipe. Là. Le fait qu'on ait surutilisé Montembeault, c'était on y va pour gagner. Puis un truc que j'ai oublié de dire au sujet de Dobèche tantôt, ce que j'aime beaucoup, c'est son sens de hockey. Tu vois qu'il lit le jeu qui se passe devant lui, les passes latérales et tout ça. Il voit bien le jeu. C'est un truc qui m'a... J'ai fait une entrevue avec, il y a 2 ans, je pense, avec le gars qui est l'entraîneur de gardien l'été de Devon Levi et Yaniv Peretz, les 2 gardiens du West Island. Et c'est ça, lui disait qu'il accordait beaucoup, que l'atout principal d'un gardien, c'est que les équipes misent beaucoup sur le physique, sur la grandeur et tout ça, mais que l'atout principal d'un gardien, c'est sa lecture de jeu, c'est son sens du hockey. Puis Dobèche, ça, je trouve que tu vois qu'il perçoit ce qui se passe autour de lui. Il y a une perception de
l'occupation de l'espace qui est assez impressionnante. Alors moi, j'ai très, très hâte de voir ce qui va se passer, mais chose certaine, s'il veut revenir à Montréal... Primo, il y a beaucoup de... C'est ça, hein? Il y a beaucoup de pain sur la planche. Il a du pain sur la planche. Parce que quand tu perds la confiance de tes patrons dans la Ligue nationale, il faut que la correction soit grande pour la retrouver. C'est vrai, ça. Et puis moi, un ménage à 3, s'il y a 2 équipes, donc Montréal et Laval, je trouve que ça a bien de l'allure. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Ben, c'est la fin de l'année. C'est du contenu gratuit. On a demandé à ceux et celles qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, quel est votre fait saillant? Quel est le fait saillant de l'année 2024 dans le monde du hockey? Il y a une réponse qui revient souvent et ça commence avec Hans sur Facebook. La première année d'activité de la LPHF. Yann sur Facebook dit la venue de l'aîné à Montréal. Mm-hmm. C'était pas pire, ça, quand même, c'est vrai. Ça a créé une effervescence. Moi, à la fin de l'été, tous les gens que je croisais qui me parlaient de hockey me disaient là, il se passe quelque chose, là, ils vont être meilleurs que l'année passée. L'aîné est là. Ça a créé beaucoup d'espoir. Absolument. Et là, ils ont eu une entrée en matière abominable, absolument catastrophique. Et là, tranquillement, là, ça va remonter, j'ai l'impression. Evelyne aussi, la première saison de la LPHF. Éric, le premier blanchissage de Yacoub de Bèche. Éric qui, aime ça quand c'est frais. C'est ça. Aime le stock frais. Un petit billet de récence. Voilà. Sur Facebook, toujours Marie-Pierre, la Ligue féminine de hockey. Steven, l'entraîneuse adjointe à Seattle, Jessica Campbell. Oui. T'as chroniqué là-dessus en mode un peu rétrospective, mais c'est vrai que ça a été une grande année pour le sport au féminin en général. Et ça se reflète absolument dans vos réponses. Pierrette aussi, l'arrivée des femmes jouant au hockey dans les ligues professionnelles. Et sinon, sur une note un peu plus assurément triste, Guillaume sur Facebook, le décès des frères Gaudreau. Ça a rappelé à tous que peu importe ton statut, tout peut s'arrêter en un instant. Benoît aussi sur Twitter, le décès des frères Gaudreau, malheureusement. Et on parlait de billets de récence. Il y a aussi sur Twitter Max qui dit la victoire historique des Lettons face à notre Canada junior. Un gros wake-up call sur la qualité de l'avenir du hockey au Canada. On fait juste une petite parenthèse. On en reparlera quand le tournoi avancera. De toute façon, dans ces compétitions-là, les premiers matchs... Puis avant la phase... On est au Canada, hein, donc c'est ça. On n'est pas en Lettonie. Là. La phase préliminaire, c'est secondaire. Reste que cette défaite contre la Lettonie, et j'ai envie de dire surtout le mou rebond de la victoire canadienne face à l'Allemagne après, ça laisse s'indiquer certaines choses pour la suite du tournoi. Cela dit, quand le Canada... moi, je remarque que quand le Canada gagne la médaille d'or, là, souvent, il s'enfarge en ronde préliminaire. Et quand il ne s'enfarge pas en ronde préliminaire, ils perdent comme l'an passé contre la Tchéquie. C'était quoi? C'était en quart de finale? C'était même pas en demi-finale. Et puisque je suis dans mes observations personnelles, là, j'ai un flash. Le Canada ne gagne jamais la médaille de bronze au Mondial junior. C'est tout ou rien. C'est ça. C'est vrai que c'est intéressant. Je ne suis pas remonté jusqu'à très, très loin, là, mais... Ils l'ont gagné en 2014, en tout cas. La médaille de bronze? Ouais. Ah ouais? Ah, j'ai mal vu, mais j'ai mal fait. C'est vrai qu'on c'est une médaille... Je pensais on a une mentalité de tout ou rien. Quoi que 2014, non, c'est ça. Je suis peut-être pas remonté jusque-là, mais c'est ça. C'est la finale ou rien. Enfin, fin de la parenthèse des observations. Mais Martin, juste un petit mot, c'est ça. Est-ce que y a-t-il matière à s'inquiéter, là, alors que le Canada va conclure la ronde préliminaire ce soir contre les Américains? Oui, match de la veille du jour de l'an qui va être très regardé. La géopolitique du hockey a changé. Je pense que auparavant, ce qui faisait saliver les amateurs de hockey canadiens, c'était les confrontations Canada-URSS. Et ça s'est estompé. Les grands rivaux sur la scène internationale maintenant du Canada, je pense, les confrontations que les gens aiment plus voir, ce sont les confrontations Canada-États-Unis. Ouais. Et avec raison, ce sont les deux plus grandes nations de hockey. Les deux plus gros bassins de joueurs, ce sont ces deux bassins-là qui produisent la plupart des super vedettes de la Ligue nationale. Moi, je vois beaucoup de choses malsaines qui entourent l'équipe Canada Junior cette année. Oui, la défaite contre la Lettonie,
Ça, moi, je trouve ça positif. Là. C'est bon pour le hockey international, mais puis il y a quelque chose de beau là-dedans. Je me souviens, il y a quelques années, je ne sais pas si c'était à l'Euro, où l'Islande avait fait un long parcours là, au foot. Et tout le monde était émerveillé de ça. Là, puis c'est une petite nation. Il y a quoi? 2014? Ou enfin... Ils ont 200 000 habitants, quelque chose du genre. Et il y a quelque chose de beau là-dedans. C'est pour ça qu'on tient les on organise les compétitions. Sinon, on n'en ferait pas ça ne donnerait rien de jouer les matchs. C'est ça. Alors, de voir un pays où il y a 3400 joueurs de hockey tenir tête comme ça au Canada, il y avait quelque chose de beau là-dedans. Le Canada qui en arrache contre la Lettonie, victoire difficile contre l'Allemagne, ça soulève, habituellement, ça annonce rien de bon pour la suite. Là. Ça veut dire qu'il y a des failles là-dedans, mais moi, c'est de voir... certaines décisions. Dès l'annonce des invitations au camp d'entraînement, il y a beaucoup de sélections qui ont été critiquées. Mais on s'entend, avec le bassin de joueurs qu'on a, on pourrait monter 4 équipes et elles devraient toutes être compétitives là, dans ce tournoi-là. Dave Cameron, son utilisation des joueurs est critiquée aussi. C'est un exemple, Oliver Bonk, qui a commencé le tournoi comme corps arrière de l'avantage numérique. Et même pas, c'est pas lui qui agit en tant que corps arrière avec son équipe, sa propre équipe junior. Il y a des trios qui sont très performants en début de match, qui n'obtiennent pas beaucoup de temps de glace et tout ça. Dave Cameron est très critiqué. Et ça, habituellement, quand ça part comme ça, dans un tournoi qui est tenu au Canada, la presse négative qui embarque, les joueurs, on s'entend, quand ils ont cet âge-là, qui sont des choix de premier tour, constamment leur agent qui les appelle pour savoir comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans l'équipe, pourquoi ça ne fonctionne pas, les parents, tout ça. Alors, quand ça se met à glisser négativement, c'est très, très dur avec un groupe de joueurs de cet âge-là de redresser les choses. Alors, on verra comment ça ira, mais il n'y a pas de royauté ici. Là. Il n'y a pas de droit de remporter. C'est pas un droit acquis de remporter le championnat mondial junior. Puis on en a parlé, je pense, il y a quelques semaines, du déclin un peu du hockey canadien dans son ensemble. Ça va arriver qu'il va y avoir des mauvaises années aussi. Mais c'est quand même une année où la quantité de choix qui ont laissé perplexe est assez grande. Il y en a beaucoup, oui. Il y en a beaucoup. Écoute, Andrew Crystal est le joueur il est dans la Ligue de l'Ouest. Dans toute la Ligue canadienne de hockey, c'est celui qui a le meilleur ratio de points par match. Dans toute la Ligue canadienne, il n'est pas là. Michael Misa, qui est admissible au repêchage, qui va assurément être un des 4 premiers joueurs choisis. Il n'y a personne qui marque plus de buts, 30 buts en 32 matchs. Il a été laissé de côté. Vous allez dire, mais là, c'est un tournoi généralement pour les 19 ans, puis lui, il est admissible au repêchage. Ils ont quand même retenu le jeune phénomène Gavin McKenna, qui lui est un choix potentiel pour 2026. Michael Hage, le choix du Canadien qui a été snobé, comme on le voit souvent parce que ce sont des joueurs canadiens qui, au lieu de rester dans la Ligue canadienne, ceux qui décident d'aller dans les réseaux universitaires américains... Ils sont plus boudés. Ils sont davantage boudés. À moins d'être Macklin Celebrini. Beckett Seneca, également. 3e choix au repêchage au dernier encamp. Lui non plus ne fait pas partie du groupe. Fait que tu dis, OK, en partant, là, si tu as de la misère à marquer des buts contre la Lettonie, ben as-tu des gars là-dedans, dans ceux que je viens de nommer, qui auraient pu t'aider peut-être à ce niveau-là? Alors, c'est sûr que quand tu as une équipe qui connaît des ratés puis qui a de la misère à prendre son élan, il va y avoir beaucoup de remises en question par rapport à la formation. Yakemchuk, le Carter Yakemchuk, le défenseur qui appartient au sénateur d'Ottawa. On l'a vu dans les matchs pré-saison contre le Canadien. Là, moi, je me disais, wow, quel pivot, quelle pierre d'assise ça va être pour Équipe Canada Junior dans le temps des fêtes. Il n'est même pas dans le portrait. Tu as des gars qui sont un peu méconnaissables aussi. Sam Dickinson, qui est un bon défenseur. Lui, il ne connaît pas jusqu'à maintenant le meilleur tournoi. Fait que, écoute, ils ont encore le temps de se redresser. Là. Ouais. Je pense oui, absolument. Je l'ai dit, on n'est pas en Lettonie ici. La phase préliminaire, on en parle 5 minutes, pas plus. Combien de temps ça fait, là? Au moins 15.
Ah, ces millionnaires du hockey. Ça a des conditions de travail, apparemment. Convention collective et tout. Des cols bleus. Moi, je pensais là, que le dédommagement faisait en sorte qu'il devait obéir au doigt et à l'œil. Nous, c'était le 20... Donc, référence aux Stars de Dallas, qui ont tenu un entraînement, c'était le 26 décembre, oui. On a travaillé le 27, je pense. Hein? Je ne sais pas si on a notre convention. Je ne sais pas si notre employeur va être pénalisé. Je sais pas. Je sais pas. Il serait certainement pas pénalisé. Non, il n'y a pas... Nous, est-ce qu'on l'a été? Non, c'est ça. Non. Peut-être le public. Le public a été... Ben, ils ont souffert de l'absence de Martin. Voilà, ouais, exact. C'était ça la pénalité. Je ne penserais pas. Donc, les Stars de Dallas qui seront soulagés de 100 000 américains pour avoir tenu un entraînement le 26. La convention collective l'interdisait. Ça reste... des fois, on s'étonne de ça. On se dit, c'est tellement... Des grosses entreprises. C'est comment est-ce qu'une telle chose peut se produire? Il me semble que c'est un règlement facile. Je sais pas. Moi, honnêtement, ça me dépasse. Peter DeBoer qui, au matin, le 27 au matin, il dit « Ah ben oui, on a eu un entraînement optionnel, puis c'était optionnel, mais les jeunes joueurs étaient là comme ils se doivent d'y être. » Il l'a sorti en toute candeur, comme si... tu sais-tu, tu sais... Non, c'est optionnel. Ta convention. Ils sont obligés d'être là. Alors... Ouais, mais ça, c'est une règle, règle non écrite, mais c'est vraiment surprenant. Je pense que DeBoer, il en est quoi, à sa 17e saison comme entraîneur dans la Ligue nationale? Il doit connaître les règles. Il devrait connaître les règles. Les gens autour de lui devraient le savoir. Les joueurs aussi, honnêtement. Moi, je pense que les joueurs ont manqué aussi. Là, les vétérans, capitaines, adjoints. Ouais, ben oui. Tu vois affiché dans le vestiaire, entraînement facultatif. Tu rentres dans le bureau de l'entraîneur, tu coaches. Il y a 3 jours dans la convention, on n'a pas le droit de faire ça. Là. Puis ça n'a pas lieu. Et, oui, les athlètes professionnels sont là pour nous divertir. Exactement. Ils nous appartiennent. Mais c'est écrit. Ils l'ont négocié. C'est une convention négociée. Là. Ça n'aurait jamais dû avoir lieu, cet entraînement-là. Puis ce qui est impressionnant, c'est que c'est pas... Au cours des dernières années, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Des équipes qui décident de voyager le 26 décembre pour être mieux installées pour leur match du lendemain, tout ça. T'as pas le droit, c'est clair, c'est noir sur blanc. Alors, ça coûte 100 000, puis on passe à autre chose, mais c'est quand même surprenant. J'allais dire d'autant plus que ça vient d'une organisation qui est plus souvent qu'autrement encensée ou... qu'on identifie comme modèle en termes de gestion. D'ailleurs, The Athletic publiait au cours des dernières heures un grand classement des états-majors, des 4... J'hésite toujours à dire des 4 sports majeurs, parce que ça inclut la Ligue nationale de hockey, mais des 4 sports d'équipe en Amérique du Nord, masculin. Oui, mais encore là, tu omets la MLS. C'est vrai, les championnats majeurs. Enfin, qui... Mais oui, je comprends ce que on va travailler sur une formule, mais bref, la NBA, la NFL, le baseball majeur et la Ligue nationale de hockey. Un grand classement, selon un sondage fait auprès d'administrateurs de ces franchises-là de sport professionnel. Puis, de mémoire, il y en a 2 ou 3 dans le top 10 des équipes de la LNH, et c'est les Stars qui sont... au premier rang, et on en discutait vite parce que je trouvais que c'était un sujet intéressant. Je me disais, parlons de ça, les gars. Puis moi, j'étais assez d'accord. C'est pas tout le monde qui est d'accord avec... Moi, je trouve que c'est... c'est une organisation qui est menée rondement. Absolument. Et moi, le standard, l'élément que moi, je trouve d'une importance capitale, puis si t'es pas capable de faire ça, t'es condamné à mettre le feu après chaque cycle et à recommencer, mais c'est de trouver du talent de pointe en dehors du top 15. Exact. Et ça, les Stars le font mieux que tout le monde. Le Lightning le faisait. Le font-ils encore? Ça reste à voir, mais l'ont fait mieux que tout le monde. Parce que sinon, c'est... mais là, on n'a plus de bons joueurs, alors on reconstruit. Puis bon, je sais qu'il y a bien du monde qui aime bien ça, les reconstructions, là, mais... Oui, dans le cas des Stars, ce qui est phénoménal, c'est qu'ils étaient dans une position il n'y a pas si longtemps où ils avaient Tyler Seguin et Jamie Benn qui occupaient énormément de place sous le plafond salarial. C'était leurs 2 meilleurs joueurs. Tu avais l'impression qu'ils étaient rendus au bout de la route.
il y a des équipes qui, à la place de Jim Nill, des dirigeants à la place de Jim Nill auraient dit, OK, c'est le temps justement de reconstruire. Évidemment, il y a eu plusieurs... Il y a eu des repêchages qui ont été excellents. Il y a eu des décisions au niveau du recrutement professionnel qui ont rapporté, entre autres, l'acquisition de Mason Marchman. Je pense que ça a été une sage décision de leur part. Mais c'est clair que c'est d'abord et avant tout leur succès au repêchage qui ont fait la différence. Je me suis entretenu à l'occasion du Combine le printemps dernier avec le dirigeant du recrutement amateur des Stars pour essayer de... Le gars le plus important. Essayer de comprendre un petit peu justement qu'est-ce qu'il y avait derrière ça. Lui, évidemment, il a dit, écoute, il demeurait très, très humble par rapport au succès de son équipe. Il disait que finalement, il y avait une part de chance là-dedans. Mais tu regardes les repêchages de 2017 avec, Miro Heiskanen, 3e choix overall. C'est peut-être le seul choix, le seul haut choix qu'ils ont eu. Ah ouais. Mais ça demeure un joueur qui est nettement sous-estimé. Mais sinon, Jake Ottinger, qui est leur gardien de but numéro 1, a été repêché 26e. Et puis Jason Robertson, un de leurs meilleurs ailiers, en 2e ronde, 39e. Donc là, tu as 3 pierres d'assises que tu es allé chercher en l'espace de 24 heures en 2017. Un bon week-end. Un bon week-end. Puis en 2021, Wyatt Johnston, qui est un petit peu resté dans dans l'ombre à cause que la Ligue de l'Ontario n'avait pas joué en raison de la pandémie. Il s'était fait valoir lors d'un tournoi à Plano, au Texas, en tout début de saison, à l'automne, puis les dirigeants des Stars étaient tombés en amour avec lui à ce moment-là, puis ils l'ont repêché au 23e rang. C'est devenu un joueur d'impact, puis un gars de séries éliminatoires. Le petit Logan Stankoven sont allés chercher en 2e ronde. Encore là, un gars d'impact. Donc, tu sais, à part Heiskanen, t'as pas justement de ces hauts choix-là. Alors, tu as tout à fait raison de dire que c'est une équipe qui a réussi non seulement à faire un pivot puis à faire une reconstruction, ils disent on the fly, une reconstruction, tu sais, dans le pivoter sur eux-mêmes d'une certaine manière, mais ils l'ont fait sans nécessairement que ce soit sur la base de haut choix repêchage. Donc, c'est tout à fait justifié de dire que cette équipe-là est menée rondement puis qu'elle est une des meilleures organisations. Nonobstant, une pratique le 26 décembre. Ça allait bien. Ouais. Puis tu vois la façon dont elle est construite, cette équipe-là aussi. Les valeurs semblent assez claires. Tu sais, il y a un gars de 6 pieds sur les 2 premiers trios. Là, les autres sont tous 6 pieds 3, 6 pieds 3, 6 pieds 1, 6 pieds 3. En défense, 6 pieds 3, 6 pieds 1, 6 pieds 3, 6 pieds 2. Où est-ce que tu vas venir, Martin? Ben... Écoute, à Montréal, on vit dans un univers parallèle par rapport à la plupart des équipes de la Ligue nationale en termes de gabarit. De petits joueurs. De gabarit. C'est l'équipe à Montréal qui utilise le plus de joueurs de 5 pieds 10 et moins de toute la Ligue nationale depuis une longue période de temps. Puis tu regardes les équipes qui se rendent loin en série, généralement, c'est plus lourd. Ou c'est un autre jeu complètement. Mais moi, je trouve que dans la confection de l'alignement, puis donc ça veut dire qu'il y a des valeurs claires au repêchage aussi. Là, quand on sélectionne les joueurs, ça fait partie du processus de sélection. Puis tu sais, j'adore Lane Hudson, j'adore Cole Caulfield, j'adore Gallagher. Mais à un moment donné, il faut... Ben, c'est parce que qui disait ça? Trop, tu peux pas en avoir trop. Tu peux en avoir 1 ou 2, mais c'est ça. Tu peux pas, ça peut pas être... Carrier est un autre petit joueur qu'on vient d'ajouter. Puis les gens disent, on a une expression, on dit « Ah oui, il est petit, mais il joue gros. » Je m'excuse, il est petit. Peut-être. Il n'a pas peur, il va, mais il est petit pareil. Fait que quand t'en as trop, et peut-être quand tu es dans un processus de reconstruction, tu n'as pas le luxe d'être trop sélectif là-dessus. Ouais. Mais chez le Canadien, ça n'a jamais été un critère de discrimination. Ça l'a pas été. Ça l'a été moins qu'ailleurs. Là. Alors, mais sinon, Dallas, est-ce que ça aurait été votre première équipe, vous autres, pour... c'est qui la meilleure équipe de direction dans la Ligue nationale de hockey? Je vous prends là comme ça. Je pense que les Stars, c'est un bon choix. Le Lightning, le Lightning est deuxième.
Puis dans leur cas, dans le cas du Lightning, je pense que ça part beaucoup du propriétaire. Puis, le fait que Jeff Vinik a vraiment instauré une atmosphère de travail qui est à la fois exigeante et bienveillante. Puis il a mis des bonnes personnes en poste, il leur a fait confiance, il leur a donné les moyens de leurs ambitions. C'est assez irréprochable du côté de Tampa également. Alors, spontanément, c'est les deux équipes qui me viennent en tête. Ça m'a fait de la peine, moi. C'est une chose qui est arrivée dans la dernière année aussi, que Jeff Vinik vende son équipe. Il va rester présent et tout ça, mais j'étais déçu parce que c'est un très bon propriétaire dans la Ligue nationale qui a amélioré, qui a consolidé cette concession-là. Le Lightning, ça fait partie des mœurs à Tampa maintenant. C'est une organisation de pointe reconnue dans la Ligue nationale pour son excellence et tout ça. Ça m'a fait un petit... Habituellement, on s'en fout, là, qui est le propriétaire ou pas, mais surtout là-bas. Là, il est arrivé, lui, là, avec une vision de s'implanter dans la communauté, de jouer un rôle positif, et il l'a fait. Fait que c'est ça. Moi, ça aurait été probablement Tampa, puis Bill Zito a beaucoup fait aussi en Floride. Les Panthers aussi, je pense que c'était le top 3 là, dans ce palmarès. Ce palmarès. J'allais dire, c'est quelque chose qu'on a touché aussi à un moment donné, mais Julien Brisebois, Bill Zito, deux avocats de formation. Exact. Jim Neal. Mais Jim Neal, c'est un fan de droit. C'est un fan. Il aime ça lire. Il lit Yves Boisvert. Donc c'est ça. Ça compense. Non, mais Neal, c'est un ancien joueur. Ouais. Il avait été pressenti d'ailleurs pour Est-ce que c'est quand Bergevin a été embauché? Il faisait partie de la liste des... Neal était à Détroit, je pense, à ce moment-là. Je me souvenais pas de ça. Non. Puis évidemment, le facteur linguistique. Il y avait Steve Yzerman qui avait levé la main pour dire pour le Canadien. Ça l'intéressait. Mais oui, Jim Neal a longtemps travaillé à Détroit. Il a joué plus de 500 matchs dans la Ligue nationale. Il s'est promené quand même. Il a fini sa carrière à Détroit. C'est un ailier droit, mais un chic type également. Ça, je pense, puis on va terminer là-dessus, puis ce sera peut-être un choix, une ouverture pour 2025, mais des bonnes personnes. Tu parlais de Vinik, c'est toi qui le mentionnais, Marc-Antoine, que en plus, c'est quelqu'un qui a amené des belles valeurs, des belles... c'est souvent un bon point de départ pour construire quelque chose qui aura du succès. Un peu comme tu as fait avec nous au sein de ce balado. Tu as apporté plein de belles valeurs à l'animation et on est content de travailler avec. Je suis pas le plus brillant, mais je suis animé quand même. C'est sincère. T'as des bonnes intentions. Mes intentions sont sincères. Les intentions étaient bonnes. Les gars, vous dire. Martin Leclerc, je rappelle que tu es le chroniqueur principal du service des sports, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Exact. J'espère. Accroche-toi. Mon jour de l'an sera pas bon si je ne suis plus à la fin de l'année, mais j'en profite pour vous souhaiter une bonne année, ainsi qu'à tous ceux qui nous écoutent. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur de recevoir des courriels de gens un peu partout qui disent « Je vous manque jamais » ou de croiser des gens qui disent « Je vous écoute régulièrement, puis j'aime ce que vous faites, puis on a du plaisir en vous écoutant. » Alors, bonne année tout le monde, embrassez tous ceux que vous aimez, puis dites-leur qu'ils sont précieux pour vous, puis revenez-nous pour le prochain balado. Marc-Antoine Godin, tu es journaliste affecté aux affaires du hockey. Ouais. Frenchez vos ennemis. Non, s'embrasser, c'est ça. Pour ajouter. Oui, exactement, juste pour ne laisser personne en reste. Ouais, je me joins à Martin ici présent pour souhaiter mes meilleurs vœux à tout le monde pour 2025. C'est toujours un plaisir de vous retrouver autour de cette table dans ce petit studio chaleureux et bien éclairé. Un grand merci à Jacques-Alexis Bernardin à la production de cet épisode, mais de toute cette année de production et de toutes ces années de production. Merci infiniment, Jacques-Alexis. Et voilà, c'est ça. Il ne me reste qu'à souhaiter bonne année à tous ceux et celles qui ne nous écoutent pas, parce qu'eux autres aussi. Ils vont nous écouter éventuellement. Probablement. Puis on leur souhaite le meilleur à eux et à leurs proches, et à vous tous et à vos proches. Merci infiniment d'être là. Et on se retrouve en 2025. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils. Radio-Canada Sport.